19h45, la barrière info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 10 août 2022. L'État du Niger a augmenté, comme vous le savez, le prix du litre de gasoil à la pompe. Une décision qui n'est pas du tout appréciée par les travailleurs du Niger. Objet de cette seconde déclaration de l'ITN après sa rencontre avec le président de la République, Bazoum Mohamed. Suivez ce reportage signé Hamza Sakou et Ibrahim Abdou. En réaction à la déclaration rendue publique le jeudi 4 août dernier par les centrales syndicales, membres de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, le président de la République, Bazoum Mohamed, les a invités à une rencontre sur la question de l'augmentation de 130 francs sur le prix du litre de gasoil à la pompe, l'unique point qui fait l'objet de cette déclaration. Ainsi, après analyse approfondie des raisons avancées par le président de la République, l'intersyndicale des travailleurs ITN constate qu'il ne s'agit ni plus ni moins que de venir au secours de la SONIDEP, une société victime du manque d'orthodoxie dans sa gestion. Et si elle est fortement endettée et n'arrive plus à constituer le moindre stock pour la consommation nationale, c'est du fait de la responsabilité de ceux qui l'ont géré, car les prix n'ont guère changé au niveau de la SORAS. Aussi, toute tentative de lier cette hausse à la volonté de s'aligner avec les pays de la sous-région qui n'ont pas les mêmes réalités socio-économiques que le nôtre, dans le souci de protéger la production interne, relève de la duperie. Du reste, le Nigeria, afin d'endiguer la contrebande de marchandises, notamment du riz, a fermé sa frontière pendant 15 mois. Ces arguments tout aussi fallacieux que saugrenus ne sauraient convaincre le plus naïf des Nigériens. Nous sommes convaincus que d'autres voies pour protéger le marché intérieur existent. C'est pourquoi l'intersyndicale des travailleurs du Niger constate que le dialogue social, principe cardinal de l'OIT, et le caractère démocratique de l'État, selon lequel les décisions en matière de gouvernance sont concertées et non imposées, sont en train d'être enterrées au Niger, ce qui constitue un grave recul pour la démocratie et une réelle menace sur l'état de droit. L'ITN informe le gouvernement qu'elle n'entendra pas, pour quelque raison que ce soit, consentir des sacrifices pour couvrir la forfaiture d'individus avides qui s'enrichissent impunément sur le dos du contribuable nigérien. Exige par conséquent un audit indépendant de la SONIDEP et du Fonds de l'énergie afin de faire toute la lumière sur leur gestion. Rappelle au président de la République son devoir constitutionnel de protéger et préserver les ressources nationales au seul profit des Nigériens. Rejette les arguments avancés par le gouvernement et reste ferme et intransigeant sur l'annulation de cette décision impopulaire qui a déjà commencé à engendrer des effets néfastes sur les produits de première nécessité et les coûts du transport. Demande au gouvernement de prendre toute la mesure du problème afin d'éviter à notre pays des épreuves inutiles aux conséquences imprévisibles et dont il sera le seul comptable devant l'histoire. Pour l'intersyndicale des travailleurs du Niger, aucun sacrifice n'est de trop pour rétablir un état respectueux des droits de la personne humaine, d'où cet appel à l'ensemble des travailleurs du Niger à une mobilisation massive pour les actions à venir. Le mouvement Tous pour la République, TPLR à Kibila, était en conclave ce matin à l'effet de se pencher sur la situation des coûts de services et des denrées essentielles au Niger depuis l'annonce de la hausse du prix du gasoil à la pompe. Un communiqué de presse a sanctionné cette rencontre. Nous est résumé ici par Adam Ousmana.
Face à la situation intenable de la vie chère, le mouvement Tous pour la République, à travers un communiqué en date du 13 mars 2022, exigeait de l'État qu'il assume son rôle social et régulateur en assouplissant les mesures fiscales relatives aux produits de première nécessité, réduisant considérablement le prix des hydrocarbures à la pompe afin d'agir sur le coût des transports qui constitue un élément important dans le calcul de la marge bénéficiaire des commerçants, fixant et bloquant les prix de denrées essentielles. C'est pourquoi, dans ce contexte attendu avec les attaques terroristes qui endeuillent et vident plusieurs de nos contrées, malgré la forte présence illégale et décriée des forces militaires étrangères quotidiennement flattées par les autorités et leur soutien, le mouvement exige du gouvernement l'annulation pure et simple de cette mesure scélérate. Le mouvement appelle à la formation d'une large coalition patriotique, OSC, partis, ONG, syndicats, artistes, religieux, etc., en vue de dénoncer les turpitudes de la gestion de notre pays et de constituer un front républicain de formulation d'alternatives sociales crédibles et solidaires, à même de redonner au Niger de l'espoir. Le mouvement exprime sa solidarité à toutes les initiatives tendant à contester cette décision impopulaire et illégitime et à toutes les actions consistant à redonner aux Nigériens sa fierté, sa dignité et sa souveraineté. Enfin, le mouvement exprime sa compassion à toutes les familles endeuillées ou touchées par les récentes inondations. Cette situation qui se répète au fil des années, loin d'être une damnation naturelle, est la conséquence d'une gouvernance longtemps éloignée des priorités du pays et des besoins de nos populations. Retrouvons encore une fois de plus Adamou Soumana pour le résumé cette fois-ci du communiqué de presse de RCV Niima, parti vert rendu public le 8 août dernier. Ce communiqué est relatif à la situation sécuritaire, sociopolitique, économique et environnementale qui prévaut dans le pays. N'est-ce pas, Adamou Soumana? L'incompétence des dirigeants actuels. Le Rassemblement pour un Sahel vert, RSV Nima, parti vert, exhorte le gouvernement à rompre définitivement avec la ligne politique héritée de Mahamadou Issifou en mettant immédiatement un terme à la politique du fait accompli, la fuite en avant et les effets d'annonces contre-productifs. Pour ce faire, il y a lieu de commencer à libérer immédiatement tous les prisonniers politiques, rétablir dans leurs droits tous les Nigériens victimes d'injustice et engager un processus inclusif et participatif avec tous les acteurs politiques de la société civile et des organisations socio-professionnelles pour désormais trouver des solutions consensuelles à tous les problèmes et défis du pays. Au plan sécuritaire, il faut changer radicalement de stratégie en mettant fin aux effets d'annonce, aux 2 poids 2 mesures dans la gestion sécuritaire des régions, en s'attaquant frontalement au mal et à la racine et non aux conséquences de celle-ci. Il faut arrêter immédiatement cette spirale de la violence et ce cycle de l'honneur en ayant toujours à l'esprit que chaque chose porte en elle le germe de sa destruction et que gouverner, c'est prévoir. Demande au gouvernement une fois de plus d'engager une lutte sans merci contre la corruption, les passe-droits, les détournements de biens publics, les vols en commençant à faire le ménage en interne pour l'exemple. Demande au gouvernement d'adopter un programme d'urgence pour réhabiliter les services sociaux de base en leur accordant les moyens humains et financiers nécessaires, exige du gouvernement un plan d'urgence environnementale qui commencerait par l'arrêt immédiat de la destruction de la ceinture verte de Niamey en mettant fin aux procédures de déclassement, de morcellement de celle-ci et l'arrêt de l'accaparement des terres agricoles et pastorales. Les contrats fantaisistes de concession, un programme de réhabilitation des forêts classées pour se conformer à l'urgence climatique mondiale, demande urgemment au gouvernement d'ouvrir le dialogue à tous les niveaux pour concentrer tous les efforts des filles et fils du pays sur les questions d'indépendance nationale, de souveraineté nationale et d'unité nationale, ainsi que de l'annulation immédiate de la hausse du prix du gasoil. Enfin, le Rassemblement pour un Sahel vert, RSV Nima, parti vert, s'incline devant la mémoire de tous les Nigériens, forces de défense et de sécurité comme civils tombés dans cette bataille et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il encourage tous les Nigériens engagés dans la lutte contre la défense de l'intégrité du territoire national, la souveraineté nationale et la dignité des Nigériens, puis la restauration de la démocratie et les valeurs sociales. La coordination régionale TLP Niamey a rendu public cet après-midi une déclaration. Dans celle-ci, elle vise à examiner la situation sociopolitique, économique et sécuritaire du pays. Suivez un extrait de cette déclaration avec Amoudi Moussa, le coordinateur régional TLP Niamey. Au plan social, l'augmentation subite et infondée du prix du gazole à la pompe, alors même qu'aucune explication valable n'est apportée pour justifier une telle décision prise unilatéralement, a eu pour conséquence immédiate
une montée en flèche des prix de tous les produits de consommation courante. Cela, alors même que le pouvoir d'achat des citoyens ni des salariés n'a fait l'objet d'aucune amélioration significative depuis ces 11 dernières années de gouvernance chaotique de la Renaissance. Au plan de la gouvernance, jamais depuis son accession à la souveraineté nationale, le Niger n'a été traversé par des scandales, les uns plus rocambolesques que les autres, que durant ces 11 dernières années de gestion du pouvoir de la Renaissance. Au plan sécuritaire, l'on note une détérioration continue de la situation dans plusieurs localités du pays, particulièrement à Difa et à Tillabéri, où l'aggravation de la situation qui échappe totalement au contrôle de l'État entraîne des déplacements réguliers et massifs de populations abandonnant tout derrière elles pour se mettre à l'abri des exactions de groupes armés non étatiques. Au regard de tout ce qui suit, la coordination régionale TLP Niamey 1 dit non à la vie chère, exige du gouvernement la renonciation immédiate et sans condition à la décision portant augmentation du prix du litre du gazole. 3. Exige un audit indépendant de la gestion du pétrole nigérien ainsi que des sociétés comme Soraz et Sonidep. 4. Exige le retrait sans délai de toutes les forces d'occupation illégales présentes sur le territoire nigérien, particulièrement la force Barkhane et Takuba. 5. Exige la refonte du système sécuritaire nigérien. 6. Exige la mise en accusation de l'ancien président Issoufou Mahamadou pour haute trahison. 7. Apporte son soutien et toute sa compassion aux populations victimes d'inondations et appelle le gouvernement à prendre les mesures qui s'imposent pour venir en aide à ces milliers de personnes sans abri abandonnées à elles-mêmes. 8. Appelle donc l'ensemble des citoyens nigériens épris de patriotisme et jaloux de l'indépendance et de la souveraineté de notre peuple à se mobiliser pour dire non à l'insécurité, soutenir les FDS et exiger un traitement judiciaire de tous les dossiers de corruption, de détournement des deniers publics révélés quotidiennement par la presse et les différentes inspections diligentées au sein de l'administration publique. 9. Et enfin, appelle l'ensemble des citoyens à répondre massivement à toute initiative citoyenne et pacifique tendant à défendre les intérêts supérieurs du peuple nigérien, tel que l'appel à manifestation lancé pour le mercredi 17 août 2022 par le M62. Signature ce matin d'une convention entre la ministre des Mines et le PDG d'une société canadienne spécialisée dans la production minière. C'était dans le locaux du ministère en présence de plusieurs autres invités. Boubacar Ibrahim, Nasser Seydou. Cette signature entre la ministre des Mines et le président directeur général du Global Atomic Fuel Corporation consacre ainsi le démarrage officiel des activités de la société minière DAZA Somida SA, une filiale du Global Atomic qui exécute le projet DAZA en partenariat avec l'État du Niger. Après une large présentation des conditions ayant conduit à la signature de cette convention, la ministre a déterminé les retombées économiques pour le Niger une fois les activités de cette société démarrées. C'est un événement majeur dans le secteur minier ici au Niger. Et parce que avec cette création, nous voyons un nouvel élan dans l'exploitation de l'uranium au Niger. Après près de 28 milliards d'investissements dans la recherche, ce sera un investissement de plus de 121 milliards de francs CFA qui seront investis pour la création de la nouvelle mine. Les avantages de la mise en exploitation du gisement d'uranium pour le Niger, c'est notamment des recettes financières estimées à près de 154 milliards de francs CFA à travers la redevance superficielle annuelle, la redevance minière, la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de services liées au fonctionnement administratif,
l'impôt sur les bénéfices, l'impôt sur les revenus des capitaux mobiliers, l'impôt sur les revenus dus par les employés nationaux, des impôts, droits et taxes sur les importations après les rabattements autorisés par la réglementation, la redevance statistique, la taxe d'apprentissage. Intervenant à son tour, le PDG du Global Atomic Fuel Corporation s'est dit heureux de voir la concrétisation de cet accord après une longue phase d'exploration difficile. Je suis extrêmement fier et particulièrement heureux d'être avec vous, avec mon équipe, ici M. Lahari, Ibrahim Alisso, Pierre Hardouin, aujourd'hui à Niamey pour vous annoncer la création de Somida, une nouvelle société en partenariat entre nos deux pays. Nous sommes maintenant prêts à entreprendre le développement d'une nouvelle mine d'uranium autour d'un gisement exceptionnel, découvert par les équipes de Global Atomic en 2010. Il faut reconnaître tous les efforts accomplis depuis cette découverte jusqu'à aujourd'hui. Il nous reste beaucoup de travail à accomplir et si tout se passe bien, nous prévoyons la mise en production de la première fuite de Yellow Cake au début de 2025. A noter que dans la suite de ses propos, la ministre a laissé entendre que cette nouvelle convention répond à la nouvelle approche du gouvernement concernant l'exploitation des minerais parce que prenant en compte plusieurs dispositions établies. Après la signature de cette convention, la ministre Mme Husseini Dizatou et sa délégation se sont transportés dans les locaux de la dite société canadienne. Retrouvons Aboubakar Ibrahim et Nasser Sedou. À la suite de la signature suivie du point de presse conjointement animé avec le PDG du Global Atomic Fuel Corporation, la ministre des Mines, Mme Husseini Hadizot Yacouba, accompagnée de ses collaborateurs, a effectué une visite dans les nouveaux locaux abritant les bureaux de la société. Après avoir été chaleureusement accueillie par les responsables de la société, la ministre a été invitée à faire son propre constat. Au cours de cette visite, la ministre et sa délégation ont eu droit à une présentation des lieux de travail du personnel et des différents responsables qui les ont émerveillés. A rappelé que le Global Atomic Fuel Corporation est une société de droit canadien qui existe au Niger depuis plus de 10 ans. Elle débutera ses activités officielles avec la production des gisements détectés dans le département de Kirozérine, région d'Agadez. Les tout premiers gisements de cette exploitation sont attendus en fin 2024 et générera d'ici là plus de 300 emplois et d'énormes retombées fiscales. La signature de cette convention entre l'État du Niger et cette société canadienne marque un pas important dans la diversification des partenaires, a rajouté la ministre. Sortie de la 17e promotion d'élèves d'officiers et d'actifs à l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes et Fofan, composée de 115 militaires, cette promotion est baptisée Jibo Bakari. Cette cérémonie de triomphe à laquelle ont pris part de nombreuses personnalités, parmi lesquelles figure le ministre de la Défense nationale, Ismaël Mouni Boubacar Souley. À travers ces gestes, ces 115 stagiaires viennent d'achever avec brio leur formation à l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes et Fofan. Cette 17e promotion des jeunes officiers baptisés Jibo Bakari compte 99 Nigériens et 17 stagiaires issus des pays amis. Durant 2 ans, ces jeunes ont reçu une formation militaire générale, une formation physique et sportive et une formation morale et du renforcement du caractère. Ces premières épaulettes qui, pour vous, futurs sous-lieutenants, sont aujourd'hui le véritable fruit des efforts accomplis dans cette école, doivent, dès lors que vous aurez le privilège et l'honneur de les porter, vous rappeler tout le poids du devoir et la farouche responsabilité qui dorénavant seront en permanence sur vos épaules. Je vous souhaite un plein épanouissement dans vos carrières respectives en vous rappelant que, je cite, « Ce qui guide le plus l'efficacité de nos actions et la confiance de nos subordonnés, c'est la capacité plus que le courage. » Fin de citation. Et à ce sujet, votre école vous a donné les outils initiaux pour forger vos capacités respectives. Certes, du courage, il vous en faudra, mais assurément,
devant vos hommes, vous n'aurez pas le droit de ne pas pouvoir et encore moins celui de ne pas savoir. Le ministre de la Défense nationale a attiré l'attention de ses chefs militaires sur la compétence et la discipline. En tant que chef militaire, votre compétence émane de votre capacité à prévoir, organiser, commander et contrôler l'élément à la tête duquel vous avez été placé en vue de remplir la mission qui vous a été confiée. Certes, la compétence n'est pas le fondement exclusif de l'autorité, mais sans compétence, il n'est pas possible de commander. La compétence est une condition sine qua non pour mériter l'estime de vos chefs, de vos pairs et de vos subordonnés. Sur le terrain, notamment en situation offensive ou défensive, tout en anticipant les réactions de l'ennemi sur votre propre initiative, vous devrez combiner un emploi judicieux du feu et du tact dans l'action, comme vous l'avez appris à l'école, pour défaire l'ennemi. Toutefois, la compétence que vous avez acquise au cours de formation initiale devrait être perfectionnée pour être en mesure de mieux servir et transférer vos connaissances à vos hommes. Quant à la discipline, elle fait la force principale des armées, comme le martèle le règlement de discipline générale. Devant Dieu et les hommes, ces militaires dont la promotion est baptisée Djibo Boukari ont prêté serment de défendre la patrie avec honneur jusqu'au sacrifice ultime. Au Niger, la crise sécuritaire qui touche certaines régions du pays depuis quelques années limite l'accès de la population à certains droits fondamentaux. Pourtant, des mécanismes juridiques existent, de même que des initiatives au plan national pour pallier cette problématique. Un reportage du studio Kalon. Au Niger, la crise sécuritaire qui sévit depuis quelques années dans certaines parties du pays affecte la population. Au-delà des morts et des blessés internes, la population rencontre des problèmes dans la jouissance de certains droits fondamentaux, comme l'accès à l'éducation ou la libre circulation. lakatuna lahana ka katirse itibir ganda wala lahana ga bagmo kuna dirza chondo do hare lokolo ci dro masalka gara ga sigite ga bori zama isfutai in chondo kai hamburandi alkason kwara bore hamburu san kai mo kanko lokolo do isudo koy zam lokolo dabo. Pourtant, des mécanismes juridiques comme le droit international humanitaire encouragent les gouvernements à être plus regardants quant au respect du droit des personnes en zone de conflit. Les textes qui constituent le droit international humanitaire, ce sont les conventions de Genève et leurs protocoles additionnels. C'est d'une part les blessés, malades et naufragés, ce sont les deux premières conventions. Et puis la troisième convention, elle parle des prisonniers de guerre. Et la quatrième convention, elle parle de la population civile. Mais dans le sens de l'adoption de traités, de lois relatives au DIH. Dans ce sens-là, je pense que le Niger il fait un bon travail. Il a ratifié la plupart des traités et conventions liés au DIH. Je peux citer par exemple la loi qui met en œuvre la convention de Kampala sur les personnes déplacées internes. Ça, c'est une loi typiquement qui est assez rare à l'échelle même africaine. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont adopté une loi. Donc le Niger, il montre un bon exemple là, mais faut-il encore que les organes qui sont mis en place d'après cette loi-là soient suffisamment outillés et financés pour pouvoir fonctionner comme c'était prévu. Au plan national, la HACP, Haute Autorité à la consolidation de la paix, essaie d'impliquer toutes les couches sociales dans les prises de décision. Un État ne donne pas l'eau, ne donne pas la santé, ne donne pas l'éducation. Pour des pasteurs, ils n'assurent pas la vaccination. C'est vraiment assez complexe. Et l'État du Niger a essayé, après beaucoup d'échanges, collaboration avec les représentants de ces populations, de ces zones, essayer de fournir l'essentiel de ces services dans ces populations et voir maintenant comment
réfléchir, les ramener pour celles qui ont quitté déjà les zones. Et celles qui sont sur place, l'État est en train de renforcer les conditions sécuritaires autour pour qu'elles y restent. On a toujours ce souhait que les populations, quelles que soient, se trouvent ensemble avec les forces qu'il y a autour pour travailler main dans la main avec les différents cadres. Et donc c'est ça un peu les quelques initiatives. Voilà, place à présent à notre rendez-vous hebdomadaire à la chronique juridique. Dans ce numéro, il sera question de la présomption d'innocence avec Maître Souleymane Seydou. Il est avocat à la Cour. Très bonne réception à vous. La question de la présomption d'innocence, elle est consacrée par notre loi fondamentale, la Constitution. Lorsque vous lisez les dispositions de la Constitution, vous allez voir, il est clairement énoncé que toute personne qui est accusée d'un acte délictueux est présumée innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été reconnue par une juridiction impartiale. Alors, la présomption d'innocence, telle qu'on la conçoit, est un prolongement en réalité de la question de la charge de la preuve. Donc, lorsque une personne est poursuivie en justice ou lorsque, en matière de procédure pénale, on vous accuse d'avoir commis une infraction, que ce soit un délit, un crime ou une contrevention, d'un point de vue de la loi, on considère que vous êtes innocent jusqu'à ce que la personne qui vous poursuit arrive à apporter les éléments de preuve pour asseoir votre culpabilité. Et c'est lorsque la juridiction qui est saisie de l'affaire décide de vous reconnaître coupable de l'infraction qu'on pourra en tout cas vous considérer comme étant véritablement l'auteur des faits qui vous sont reprochés. C'est pour cette raison que lorsque vous prenez une procédure d'instruction, le juge d'instruction est obligé d'instruire à charge et à décharge, justement parce qu'on présume que vous êtes innocent. S'il y a la présomption d'innocence, le juge d'instruction doit chercher les éléments qui tendent soit à vous déclarer coupable ou les éléments qui peuvent également vous innocenter. Il ne peut pas instruire uniquement à charge, puisque en réalité, la question de la présomption d'innocence considère que vous êtes innocent. Et donc, il doit instruire à charge et à décharge. Et c'est pour cette raison, souvent dans les procédures d'instruction, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu. Lorsqu'il instruit et qu'il estime qu'il n'y a pas d'éléments suffisants, il peut rendre une ordonnance de non-lieu. Donc, la présomption d'innocence est un principe fondamental en droit, en vertu duquel tout citoyen qui est accusé d'un acte délictueux est considéré d'un point de vue de la loi comme étant innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie devant les juridictions compétentes.